Bonjour et bienvenue à un clic de la justice. Ici Doris Bardale Rivera, très contente d'être ici parmi vous ce soir. Et nos invités de ce soir vont vous parler d'un thème vraiment d'actualité. C'est la violence conjugale en ce temps de pandémie. Je vous les présente à l'instant. Ana Enriquez, avocate en droit familial et de l'immigration. Carlos Bolívar, avocat en droit criminel, et Madame Sandra Londono, travailleuse sociale et médiatrice familiale. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien, Très merci. bien, Doris, merci. Super. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais commencer avec toi, Sandra. C'est très important de savoir avant tout ce que c'est la violence conjugale. Mais pas seulement ça, c'est aussi de savoir comment cette violence se manifeste. Oui, merci Doris. Alors, on peut définir la violence conjugale comme le résultat d'une relation de domination volontairement choisie, généralement par un homme, envers sa compagne. Elle peut arriver n'importe quand, pendant les fréquentations et pendant la vie commune, avec ou sans mariage. Mais aussi, il y a la violence post-séparation. Elle s'installe tranquillement, mais ne s'arrête jamais toute seule. Alors, les formes de violence conjugale qu'on peut voir, il y en a plusieurs. Il y a la violence verbale. Donc, le conjoint élève le ton de sa voix pour intimider sa conjointe, la menace à voix basse, l'insulte, l'injurie, lui fait du chantage, lui donne des ordres. Il y a la violence psychologique. Donc, le conjoint dénigre les capacités intellectuelles ou l'apparence physique de la conjointe, lui critique sa façon d'éduquer les enfants ou sa façon de cuisiner, lui passe des commentaires négatifs en public, commente ou lui reproche ses performances sexuelles, lui laisse croire qu'elle est incompétente, qu'elle est nulle, lui fait savoir qu'elle n'existe pas pendant plusieurs jours. La violence physique. Sandra, justement, c'est ça que j'allais te dire. Celle que moi, j'allais te dire qui existait seulement, c'était la violence physique. Et pourquoi? Parce qu'on la voit. Fait qu'on a l'impression que c'est la seule. Oui, et en fait, c'est la seule qu'on ose dénoncer. Parce qu'on se dit, on a des preuves, on a une marque, hein, on a des bleus. Alors, la violence physique, des fois, ça touche pas la conjointe, mais ça peut juste lancer des objets, frapper des murs, faire des trous dans le mur, lui serrer les bras très très fort, la frapper, lui donner des coups de pied, des coups de poing, lui bloquer le passage, la pousser jusqu'à la faire tomber, tenter de l'étrangler. Tout ça, ça fait partie de la violence physique et elle est souvent accompagnée d'autres formes de violence. Sais-tu quoi? J'ai lu ce que tu m'avais envoyé parce que j'ai fait mes devoirs. Et l'autre qui m'a vraiment surpris, c'était la violence sociale. J'aurais jamais pensé que ça existait. Oui, ça existe, Doris. La violence sociale, c'est très, très commune parce que le conjoint, il en profite pour rabaisser constamment sa conjointe devant les personnes qui lui sont chères ou l'isoler de sa famille et de ses amis, lui critiquer son emploi, son milieu de travail, ses collègues, ses passe-temps, ses activités préférées, lui interdire de recevoir de la visite ou, par exemple, en immigration, d'interdire sa conjointe d'entrer en contact avec sa famille qui habite loin. Ouais, je comprends. Et puis, la violence sexuelle aussi? Oui, il y a la violence sexuelle. On peut parler un petit peu de la violence économique qui est oui, bien sûr. Très subtile aussi, avant de te parler de la violence sexuelle. La violence économique, c'est vraiment d'essayer de contrôler toutes les finances de sa conjointe, de pas la laisser avoir son compte bancaire ou pas la laisser dépenser à sa guise ou de prendre son revenu et les contrôler en justifiant que il faut, en prétendant que c'est lui qui va gérer l'économie de la famille. Hein? Ouais. Alors, ça fait partie aussi de la violence conjugale, la violence économique et ce que tu m'as demandé, la violence sexuelle. Alors, insulter la femme pendant l'acte sexuel.
la traiter de putain, de salope, Oh là là. l'humilier, l'intimider, la comparer avec d'autres femmes, l'obliger à porter des vêtements ou accessoires associés à la pornographie, l'obliger à regarder la pornographie et à imiter les films pornographiques, la frapper ou la mordre pendant l'acte sexuel. Parce que Wow. les viols dans la relation de couple, ça existe aussi. Définitivement. Et tu sais, tu en parles et je vois les yeux de Carlos qui veut vraiment intervenir face à ces sujets-là. Donc, Carlos, qu'est-ce que tu as à nous dire? Mais je veux simplement rajouter que effectivement, au niveau de la violence, la violence sexuelle existe effectivement, et c'est particulier dans le cas d'un couple, parce que certaines personnes pensent que lorsqu'ils sont en couple avec une personne pendant longtemps, ils pensent que au niveau des relations sexuelles, une fois qu'on a consenti, ben le consentement, il peut valoir pendant toutes les relations sexuelles, ce qui est totalement injustifié de penser ça, ce qui est totalement faux en fait là. C'est pas parce qu'on a couché avec une personne une première fois que ça veut dire que la deuxième fois, il y a un consentement qui est valide. Alors, le consentement, il doit toujours être donné au niveau des relations sexuelles. Par ailleurs, il y a même le code criminel, il prévoit là que lorsqu'une personne est accusée d'une agression sexuelle, lorsqu'il vient le temps pour la victime de témoigner justement lors du procès, on n'a pas le droit de demander à la victime de poser des questions à la victime sur ses relations sexuelles antérieures, parce que justement, on ne veut pas insinuer que parce que la victime a consenti auparavant des relations sexuelles, on ne veut pas insinuer que ça revient à dire qu'elle a consenti à cette fois-là. Alors, il y a quand même des mesures au niveau du droit criminel qui sont là pour prendre en compte le fait que ce fait-là, justement, que c'est pas parce qu'on a déjà dit oui que ça vaut pendant tout le long d'une relation sexuelle. Là. Exactement. Très vrai. Et puis, Anna, tu voulais aussi rajouter quelque chose? Oui, seulement une petite chose. Et Sandra a parlé de la preuve. Ça, c'est très important. J'ai déjà trouvé plusieurs clients. Non, j'ai pas dit parce que j'ai pas la preuve. Mais votre témoignage, c'est une preuve. On n'a pas preuve de tout. De tout, c'est ce que on veut dénoncer. Alors, l'effet de le dire, ça, c'est une preuve. La déclaration, c'est une preuve. Alors, il faut pas se limiter parce qu'on a, entre guillemets, on n'a pas la preuve. On a la preuve. On est la preuve vivante dès qu'il y a une violence, soit sexuelle, soit personnelle. Et la déclaration de la personne, c'est une preuve. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut le faire. Il faut aller, même si on n'a pas de preuves physiques ou quoi que ce soit, il faut dénoncer, en fait. Là, on est la preuve, on peut faire la déclaration. C'est ça, exactement. Donc, comme je l'ai mentionné en introduction, on parle de violence conjugale en ce temps de pandémie. Et puis, j'aurais tendance à te poser, je vais commencer avec toi, Carlos, l'impact réel que la COVID-19 fait actuellement en ce qui a trait au déroulement du processus judiciaire là, aux criminels. Qu'est-ce que ça est venu faire comme impact? Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'impact, la COVID, il y a eu un impact. Mais premièrement, les statistiques ne sont pas sorties, sauf qu'évidemment, il y a eu beaucoup plus de cas qui ont été rapportés, beaucoup plus de dénonciations qui ont été faites, étant donné que la victime de violence conjugale va se retrouver beaucoup plus longtemps à la maison avec son agresseur. Au niveau du processus judiciaire, ce qui arrive en ce moment, Doris, c'est que c'est beaucoup retardé. Parce que normalement, et ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, normalement, dans des dossiers de violence conjugale, le procureur de la couronne doit rencontrer, il y a un processus dans lequel il doit rencontrer la victime pour lui expliquer justement tout le déroulement, pour savoir c'est quoi ses intentions par rapport au dossier. L'impact que la COVID a eu, c'est que ces rencontres-là n'ont pas pu avoir lieu. Ces rencontres-là ont dû être reportées beaucoup. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des dossiers qui prennent plus de temps. Ça fait en sorte que des fois, on va faire des modifications de conditions à la cour. Ben, ça n'a pas pu se faire étant donné que le procureur n'a pas eu l'opportunité de rencontrer la plaignante, la victime dans le dossier. Alors, à ce niveau-là, là, c'est sûr que ça a eu, surtout au niveau de retarder le processus judiciaire, là, il y a quand même eu un gros impact là-dessus. Là. Je comprends. Et j'imagine aussi que en droit familial, Anna, ça doit se ressembler un petit peu. Qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à l'impact? Non, effectivement, Doris, il y a des mauvaises choses parce que ça a été terrible, c'est une pandémie mondiale qui a basculé notre vie. Mais il y a aussi les bons côtés des choses et c'est intéressant de parler aussi des bons côtés des choses. Dans les mauvais côtés,
on dirait que c'est vrai, je suis d'accord avec Carlos, il y a plus de retard et les délais sont suspendus. Il était suspendu. Maintenant, il reprend et les procès fixés ont été suspendus aussi. Et pour les audiences d'urgence, au moment de la pandémie, il fallait, à part la demande, il fallait aussi envoyer une lettre très explicative pourquoi on voulait rencontrer un juge. Alors, on était dans téléconférence avec les juges. C'était vraiment une situation compliquée et difficile. On devait rester à la maison, mais il y avait quand même des dossiers d'urgence. Parce qu'en familial, il y a des dossiers d'urgence. Si une personne ne veut pas donner l'enfant, quand il y a déjà un jugement qui dit que tu dois donner l'enfant à l'autre partie et tu veux pas donner l'enfant, il y a une urgence. Alors, à ce moment-là, les palais de justice et les districts judiciaires étaient très intelligents. Ils sont dit, premièrement, vous allez avoir une conférence téléphonique avec les juges et expliquer pourquoi l'urgence, et si les juges considéraient qu'il y avait vraiment une urgence, ils nous fixaient par vidéoconférence l'audience. Mais une chose intéressante, et je vais parler bon côté des choses, c'est que pour les dossiers qui n'étaient pas vraiment urgents, qu'on pouvait régler avec l'autre partie, les juges nous invitaient à négocier. Alors, à ce moment-là, on a compris que vraiment, il y avait des dossiers qu'on pouvait négocier, que c'était pas si urgent et que c'était pas si compliqué et on réussissait à les régler. Ça veut dire, la cour était débordée et c'était compliqué à ce moment-là. Maintenant, c'est ça qui nous a laissé la COVID. On peut négocier un consentement, par exemple, intérimaire, par voie de téléphone, vidéoconférence avec l'autre partie, et même on peut le signer électronique, et même s'il c'est une déclaration, le commissaire d'assermentation et l'avocat peut l'assermenter. Alors, il y a des mauvaises choses, les retards. Maintenant, si on veut se présenter devant les juges, c'est sûr qu'il y a plus de retards. On peut passer toute la journée pour pouvoir présenter une simple cause, mais on peut réfléchir que parfois, c'est pas si compliqué comme on pense et qu'on peut régler les dossiers. Bon, mais tu vois, ça, c'est vraiment encourageant pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui peut-être connaissent quelqu'un qui vit de la violence conjugale ou peut-être qu'elle-même est en train de la vivre. Maintenant, je vais aller avec toi, Sandra. Au niveau des familles en général là, qui souffrent de violence conjugale, quel est l'impact par rapport à eux? Quelle est la situation? Oh là là, la COVID-19 nous a laissé vraiment des séquelles parce que justement les hausses de séparation présentes sont énormes parce que les couples ont été obligés de rester ensemble, proches, pendant longtemps. Alors, toute la situation d'isolement, des peurs, des maladies, tous les problèmes financiers parce qu'ils ont moins de ressources maintenant avec la COVID. Alors, mais ça ajoute du stress à chacun dans les couples et ça augmente, ça met en valeur les problèmes qui existaient déjà. Donc, c'est un couple qui avait des problèmes de communication, des problèmes dans ses relations sexuelles, dans sa façon d'interagir, dans les différences dans l'éducation des enfants. Alors, ça s'est accentué avec l'effet d'être obligé d'être ensemble pendant longtemps dans des petits espaces. Imagine-toi s'ils habitent dans un 4,5 avec 3 enfants et les enfants sont là à temps plein, parce qu'il n'y a pas de garderie, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de camp de jour. Alors, tous des facteurs de stress vraiment propices à augmenter les conflits dans les couples et donc à mettre à risque les conjointes vulnérables et à rendre plus violents les conjoints violents. Je comprends. Donc, tout à l'heure, on va parler davantage là comment faire pour les aider, ces personnes-là. Mais j'aimerais revenir à Anna. Supposons que, Anna, je suis victime de violences conjugales et que j'ai des enfants mineurs.
dis-moi, quels seraient mes recours devant la cour, justement, pour me protéger, mais pour protéger mes enfants? C'est, il faut premièrement savoir c'est quoi les genres de demandes qu'on va présenter. Si Mhm. la personne si c'est un couple marié, on va présenter soit un divorce, soit une séparation de corps. Si c'est un couple non marié, à ce moment-là, on peut présenter une demande pour garde et pension alimentaire. Mais ce qui est plus important, et je veux que les personnes m'écoutent, c'est qu'on peut présenter une demande en sauvegarde, qui veut dire en urgence, à l'intérieur de la demande de divorce et la demande de séparation des corps, avec le but d'obtenir toutes les mesures d'urgence. Alors, c'est pas qu'on va attendre jusqu'à le divorce pour avoir justice dans une situation que j'ai vue. Non, on peut demander la garde des enfants en urgence. On peut demander des droits d'accès pour l'autre partie, soit supervisé, soit limité, ou même suspendu. On peut demander la pension alimentaire. On peut demander des interdictions de communication, ou que les communications soient uniquement par écrit, par message, par courriel. On peut demander aussi un rapport psychologique de l'autre partie en urgence. Et je vais faire en face sur cette partie-là, parce que si une personne me dit, si une personne dit à son conjoint ou à sa conjointe, je vais me tuer et je vais tuer les enfants si tu me laisses, ça c'est un signe d'alarme. Il faut faire tout de suite une demande et régulièrement, c'est ce qui dit la règle, c'est qu'il faut la notifier dans 10 jours, mais le législateur a été si intelligent qu'il a dit que si c'est une vraie urgence, je peux présenter une demande dans 12 jours. Parce que les enfants doivent être protégés. C'est le premier travail de toujours en droit de la famille. Et cette demande en urgence peut se présenter dans 2 ou 3 jours. On l'a fait quand il y a une alarme, comme je viens de te raconter. On peut aussi demander l'usage de la résidence familiale. On peut aussi demander l'usage des meubles pour les bénéfices et l'intérêt des enfants. Alors, il y a plusieurs options pour la victime de violence. Il n'y a pas seulement une option. Et il y a plusieurs recours en justice et plusieurs demandes qu'on peut faire devant les juges. Et n'ayez pas peur, racontez votre histoire, allez soit dans un travail social, soit dans un avocat, pour qu'il puisse vous guider dans votre dossier. Mais il faut pas attendre. Il faut pas Exactement. attendre. Puis il faut pas attendre, comme que tu le dis, mais une fois qu'on connaît nos recours, maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Parce que là, il faut passer à l'action. Comme que tu l'as dit, on passe à l'action. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Sûrement. Et premièrement, ça c'est sûr, il faut rédiger la demande. La personne doit préparer son histoire. C'est mieux pour qu'il n'y reste aucun fait important. Alors, c'est bien de préparer son histoire. Et deuxièmement, l'avocat va rédiger la demande, va faire son stratégie et ses demandes. Et finalement, on va la timbrer et on va la déposer, on va la signifier, comme je te dis tantôt, à l'intérieur de 10 jours. Mais si c'est une vraie urgence, on peut la signifier et dans 12 jours, on sera devant les juges. Et par la suite, on va à une audience et n'ayez pas peur, c'est pas vous qui parlez, c'est l'avocat qui est spécialiste en la matière. Parce que l'autre problème, c'est mais je vais pas me présenter devant les juges. J'ai peur. Mais vous allez pas parler. C'est l'avocat. Parce que à l'étape d'urgence, c'est uniquement l'avocat qui parle avec une déclaration sous serment du client et toutes les preuves convenientes pour les dossiers. Alors, laissez les points sur l'avocat. On comprend que la victime de violence a peur. On comprend. Je vous parle à vous, victimes de violence, n'ayez pas peur, on est adapté. Sandra, Carlos et moi, on est adapté à vivre cette situation. Consultez-nous, on va vous aider. N'ayez pas peur de votre agresseur. Il y a plusieurs options pour vous. Super. Et Carlos, maintenant, toi, tu es dans plus la veine criminelle.
le droit criminel, en fait. Quel serait, en fait, le déroulement, si tu peux nous expliquer un petit peu plus, là. Un dossier dit normal ou en violence conjugale, mais dans le criminel. Alors, c'est sûr que moi, Doris, moi, je suis avocat de la défense en droit criminel. Alors, normalement, moi, je vais représenter les personnes qui sont accusées d'une infraction criminelle. Par contre, j'ai souvent des personnes qui sont victimes de violences conjugales qui vont m'appeler puis qui vont vouloir avoir des informations. Et dans ces cas-là, moi, je vais les guider vers comment que ça marche, c'est quoi le processus, justement, pour pas qu'elles soient inquiètes par rapport au processus judiciaire. Alors, c'est sûr que la première étape, c'est le dépôt de la plainte. Une fois que la plainte est faite au niveau de la police fait un rapport avec ça. Ensuite, elle met ça à un procureur de la couronne. Ce qui différencie les dossiers de violence conjugale à un dossier normal, c'est que dans la plupart des districts judiciaires, là, il y a des sections spécialisées en violence conjugale dans les palais de justice, c'est-à-dire que le dossier va être référé à des procureurs qui sont formés en la matière, à des procureurs qui font de la violence conjugale. Contrairement à un dossier régulier dans lequel ça va être un procureur régulier qui fait pas nécessairement juste de la violence conjugale, c'est-à-dire que quelqu'un qui est accusé d'un voie de fait, par exemple, mais c'est pas dans le cadre d'une violence conjugale, ça va suivre le processus normal d'un dossier. Quelqu'un qui est accusé de voie de fait dans le cadre de violence conjugale, à ce moment-là, c'est automatiquement référé à la section violence conjugale. Je vais donner un exemple. Ici, au Palais de justice de Montréal, c'est au 6e étage du Palais de justice que les dossiers de violence conjugale y sont traités. Alors, le processus, Doris, comment ça marche, c'est que dès le début du dossier, dès le début de la comparution à la cour, la première date de cour de l'accusé, là, en fait, la victime va être assignée à la cour aussi. Contrairement à un dossier normal. Un dossier normal, là, d'habitude, la victime, elle vient à la cour le jour du procès ou le jour de l'enquête préliminaire. Mais dans les cas de violence conjugale, c'est pas comme ça. Dans les cas de violence conjugale, c'est important pour les procureurs de tenir la victime informée de tout le processus, de qu'est-ce qui est en train de se passer, et ça durant tout le processus. Donc, dès la première date de cour, dès la comparution, le procureur va rencontrer la victime. La victime sera également rencontrée, dans la plupart des cas, par un travailleur ou une travailleuse sociale qui, justement, lui explique c'est quoi le déroulement du dossier. Et à ce moment-là, le procureur veut aussi savoir c'est quoi les intentions de la victime. Parce que c'est pas dans tous les dossiers, Doris, que la victime, et c'est ça qui est particulier aussi dans les dossiers de violence conjugale, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont faites, mais par la suite, la victime il y a beaucoup de cas où la victime veut retirer sa plainte, des cas où on parle où il y a de la réconciliation, ils veulent reparler à la personne qui est accusée, mais là, la personne qui est accusée peut pas lui parler parce que là, il y a des conditions de ne pas s'approcher d'elle. Alors, à ce moment-là, c'est le rôle du procureur de la couronne de guider la victime, de lui expliquer le processus, de savoir c'est quoi qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut modifier les conditions? Est-ce qu'elle veut vraiment faire le procès? Et à ce moment-là, il lui offre toutes les avenues possibles. Parce qu'il y a différentes finalités là, qu'il peut avoir dans ce genre de dossier. Là. Le dossier peut finir avec procès, il peut finir avec un 810. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Je vais en parler tout à l'heure. Mais il y a différentes étapes et différentes finalités au dossier. Et le procureur de la couronne va vouloir avoir l'opinion de la victime, va tenir en compte l'opinion de la victime par rapport à la suite du dossier. La seule exception où est-ce que le procureur, parce que là, il faut comprendre, là, le dossier là au niveau criminel, c'est pas la victime contre l'agresseur. Au niveau criminel, c'est tout le temps le gouvernement contre l'accusé. Alors, la victime, elle est considérée comme un témoin. Sauf que dans les cas de violence conjugale, le procureur de la couronne va souvent prendre en considération ce que la victime veut dans le dossier. Par contre, si c'est un dossier où il y a des témoins indépendants, c'est-à-dire des personnes autres que la victime qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont été témoins de l'agression, à ce moment-là, même si la victime, elle veut retirer la plainte, ben, ça veut pas dire que la plainte va être retirée parce que le procureur, il y a moyen de faire la preuve contre l'accusé d'un autre moyen. Mais en général, là, ils vont vraiment rencontrer la victime à chaque étape pour lui expliquer le processus et pour savoir c'est quoi ses intentions par rapport au dossier. Donc, l'opinion de la victime va être importante. Très intéressant ce que tu dis, Carlos. Je sais qu'Anna veut rajouter quelque chose, mais avant, Anna, laisse-moi finir avec Carlos, parce que là, il a parlé d'une question que j'allais te poser tantôt, mais je vais le faire maintenant puisqu'on en parle. Quand on parle ici, en fait, des témoins, Carlos, les enfants, est-ce qu'ils sont considérés comme des témoins et est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des témoins indépendants? Mais c'est sûr Juste comprendre un petit peu.
De manière générale, je te dirais que oui, les enfants peuvent être considérés comme des témoins. C'est pas, même si c'est pas eux les victimes, si un enfant a vu quelque chose, un enfant, il peut témoigner au tribunal, là. Tu sais, je vais te donner un exemple dans des dossiers d'agression sexuelle sur des enfants, mais les enfants, il y a des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans qui témoignent à la cour, là. Alors, les enfants, oui, sont considérés comme des témoins. Par contre, je te dirais que tu sais, au niveau des violences conjugales, il y a quand même un intérêt. Les procureurs vont quand même essayer de garder une certaine dynamique par rapport à qu'est-ce que la victime veut. C'est-à-dire, si la victime, il y a beaucoup de dossiers où est-ce que la victime veut retourner avec son conjoint, elle veut, tu sais, ils veulent modifier les conditions, ils veulent retourner ensemble. Il y a des cas où est-ce que, avant d'accepter ça, le procureur de la couronne va demander à ce que pour retirer les charges au dossier, à ce que l'accusé il fasse des thérapies, par exemple au niveau de la gestion de la colère. Et c'est des choses qui sont non négligeables. C'est des choses qui vont être bénéfiques à long terme pour la famille. Alors pour répondre à ta question, oui, les enfants peuvent être considérés comme des témoins dépendants, sauf qu'étant donné qu'ils ils vont quand même prendre en considération qu'est-ce que la victime elle veut dans le dossier. Et même si les enfants sont des témoins dépendants, j'ai eu beaucoup de dossiers dans lesquels on a accepté de retirer les charges, compte tenu qu'on veut pas non plus détruire la famille, on veut pas non plus détruire toute la dynamique de la famille si le couple veut revenir ensemble et si on a des moyens de s'assurer justement que l'accusé ne soit plus un danger pour la victime dans le dossier, là. Je comprends. Anna? Non, je vais rajouter, Doris. Oui, oui, bien sûr. Dans la partie où Carlos disait que parfois il y a un retrait des accusations ou des charges, je veux dire que c'est pas la même chose pour les familiales. Ou peut-être l'agresseur n'a pas été condamné parce qu'il y a une charge de la preuve qui est différente à celle au criminel. Alors, qu'est-ce que je veux préciser est que même si dans les côtés criminels les charges sont retirées ou l'accusé finalement n'est pas coupable, cela ça veut pas dire qu'il n'est pas un agresseur. Et au criminel, on peut bien prouver qu'il est un agresseur parce que c'est une autre juge qui va déterminer, qui va entendre les témoins et peut déterminer que madame ou monsieur, selon les cas, est victime de violence. C'est vrai que dans la majorité des cas, c'est la femme qui est la victime de violence, mais il y a des cas, et moi je les connais, j'ai déjà eu, et dans ma propre pratique, que des hommes sont victimes de violence. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Et pour l'homme, je vais te dire, parce que je vais faire, toujours on parle des femmes, et on est des femmes, on a la tendance à protéger les femmes, et je suis d'accord, mais parfois l'homme est aussi une victime de violence, et pour lui, c'est encore plus difficile de dénoncer cette violence. C'est encore plus difficile d'aller de l'avant, et parfois c'est des violences graves. Ouais. C'est des coups, c'est des violences et que c'est presque comme la violence qu'exerce un homme sur une femme. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est différent, les criminels à les droits familiaux. Exactement. Et puis, tu as abordé un point qui me touche vraiment parce que c'est vrai, moi je suis femme puis je vais toujours défendre les droits des femmes, mais il faut aussi donner à César ce qui est à César. Il y a des hommes qui en souffrent. Et puis, pour eux, c'est très difficile aussi socialement, c'est très difficile aussi de pointer du doigt sa femme. Mais ceci étant dit, Sandra, moi, personnellement, comme citoyenne, si je veux aider soit un homme, une famille, une femme qui vivent cette violence conjugale, comment est-ce que je peux faire? Donne-moi des outils pour pouvoir aider ces gens-là. Bien sûr, Doris, il faut agir comme communauté protégeante envers les personnes à risque de violence conjugale ou qui vivent de la violence conjugale. Et effectivement, la plupart des temps, c'est les femmes, mais il y a aussi des hommes. Donc, nous, en tant que communauté, en tant que soutien, en tant que réseau entourant ces personnes-là, on doit faire attention de ne pas les critiquer, de ne pas les juger et surtout ne pas les culpabiliser. Hein? Parce que des commentaires comme « Ah, ben, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je me laisserai jamais toucher un cheveu d'un homme. » Ben, ça aide
pas la victime parce que ça va la faire sentir coupable et ça va pas lui ouvrir la porte pour qu'elle se confie. Il faut lui donner un esprit, une ambiance de confiance pour qu'elle puisse se confier à nous, pour qu'elle sente qu'elle a du soutien de notre part sans jugement. Parce que si on la juge à cause que on se dit ah ben c'est ça, tu aimes ça, ce genre de vie-là parce que tu les quittes pas. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile de dire, et c'est très facile de le dire, mais c'est pas facile de le faire. Il faut aider aussi les victimes à identifier quels sont les facteurs de protection. Qu'est-ce qui peut la protéger? Participer à des groupes communautaires, participer à des activités de groupe, appartenir à des groupes dans les réseaux sociaux, parler à sa famille, se montrer, faire des activités sociales et lui donner des outils pour qu'elle puisse décider par elle-même de s'en sortir. Donc, lui dire, tu sais, il y a cette ressource communautaire, il y a tel travailleur social, il y a des avocats, il y a des consultations juridiques gratuites. Vraiment, comme lui ouvrir la porte pour qu'elle sache qu'il y a des ressources pour elle afin qu'elle puisse demander de l'aide. Ne serait-ce que qu'elle sache qu'elle peut faire le 911. Oui, définitivement. Aussi simple que ça, le 911. Ouais. Mais, tu sais, ça m'amène vraiment à penser à autre chose. Si, on sait, c'est visuel, là. On sait que la personne a vécu de la violence conjugale, c'est bien, on peut aller la voir puis essayer de l'aider. Mais si on doute, si on a des craintes qu'elle vit ou qu'il vit une violence conjugale, comment est-ce qu'on peut aborder la personne? Ben, comme je t'ai dit, Doris, c'est important de ne pas la juger et d'être à l'écoute. OK? D'être vraiment patient, d'ouvrir un espace de confiance pour qu'elle puisse en parler. Mais la forcer à dénoncer ou le faire à sa place, ça n'aidera pas la victime. Parce que généralement, et Carlos en parlait tantôt, généralement, ces victimes-là, elles reviennent avec leur conjoint. Elles reviennent avec l'homme violent, hein, pour plusieurs raisons. Parce qu'elles pensent que c'est la seule porte de sortie, c'est la seule personne qu'elles ont dans la vie, parce que c'est leur obligation en tant que femme, en tant que maman, parce qu'elles pensent que c'est la meilleure chose. Toi, dénonce à sa place. Si tu la juges, si tu la forces à le faire, ou si tu fais venir la police à sa place, ben, ça l'aidera pas parce que ça peut même nuire la relation avec son conjoint et faire en sorte que il y ait une recrudescence dans cette relation-là et que la violence soit encore plus accrue après ces gestes-là. Oh ben merci beaucoup, vraiment c'est des très bons conseils. Je vais passer à toi Anna. Tu sais, depuis tantôt qu'on parle vraiment que les enfants, oui, sont témoins, mais malheureusement aussi peuvent être victimes de cette violence conjugale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le recours à la suspension totale des droits d'accès ou les droits d'accès supervisés? Effectivement, Doris. Et quand les enfants sont agressés physiquement, psychologiquement, sexuellement, il faut les protéger immédiatement. Alors, l'avocat va adopter une stratégie. Il va essayer, premièrement, soit de suspendre complètement les droits d'accès de l'autre partie, de l'agresseur, soit de demander à la cour des droits supervisés. Mais il faut faire une petite nuance parce que si, par exemple, il y a un enfant qui souffre de violence, il est probable qu'il aura l'intervention de la DPJ et que la DPJ va exercer sa force, va faire une recherche sur les dossiers et probablement on va se trouver devant la Cour du Québec et on va voir des décisions de la Cour du Québec, surtout s'il y a violence sexuelle et physique grave contre les enfants. Dans les cas où les enfants sont plutôt témoins de cette violence, peut-être il y a une certaine violence contre les enfants,
mais la DPJ a décidé de ne pas intervenir dans les dossiers. Alors, à ce moment-là, on va s'adresser à la Cour supérieure qui va décider sur ces droits d'accès supervisés ou qui va suspendre les droits d'accès parce qu'il a fait l'intérêt de l'enfant. Il a fait l'intérêt de la famille et parfois on a besoin, ça c'est l'autre cas, quand j'ai parlé tantôt, quand quand l'autre partie dit je vais me tuer ou je vais tuer les enfants, elle commence à manipuler soit l'homme soit la femme. À ce moment-là, on va demander tout de suite, même dans 12 jours, que les droits d'accès et même la femme, moi je dis à mes clients, quand c'est une femme qui est dans cette situation, je dis à mes clients, suspendre immédiatement. Il faut suspendre immédiatement les droits d'accès. Vous allez pas donner les enfants. Je vais faire une demande immédiatement pour qu'un juge suspende de manière légale les droits d'accès, mais à ce moment-là, c'est une action, c'est pour l'intérêt de l'enfant, c'est urgent. Alors, nous les avocats, on est des officiers de justice et moi, je ferai bien sûr, dans un délai de 2 ou 3 jours, une demande pour qu'un juge se prononce sur cette situation qui vit la mère ou qui vit l'enfant. Super. Et là, on a des réactions de la part de Sandra et puis de Carlos. Donc, toi, tu veux intervenir par rapport au droit d'accès. Puis ensuite, je vais avec toi, Sandra. Toi, c'est au niveau de la DPJ. Alors, la parole est à toi, Carlos. Parfait. Alors, je vais simplement rajouter au niveau des droits d'accès là qu'il est important de comprendre que parce qu'au niveau criminel, là, il va aussi y avoir des conditions. Lorsqu'une personne, parce que dans beaucoup de cas, là, l'accusé est remis en liberté avec certaines conditions à respecter. Dans ces conditions-là, on va souvent retrouver ne pas s'approcher de la victime. Et dans ces conditions-là, il va y avoir des exceptions. Souvent, des exceptions vont concerner en ce qui a trait aux enfants. Donc, par exemple, il va y avoir des conditions de ne pas contacter la victime, sauf en ce qui a trait à la garde des enfants. Et je vais simplement ajouter que les conditions de la Cour supérieure là, vont toujours avoir une primauté par rapport aux conditions de la Cour du Québec en droit criminel. C'est-à-dire que la Cour du Québec va donner en général une interdiction de ne pas contacter la victime. Par contre, la Cour du Québec, elle n'a pas autorisation à donner accès aux enfants. Elle pourrait l'interdire, mais elle n'a pas autorisation pour donner accès. Donc, en général, là, lorsqu'on modifie les conditions, en ce qui a trait aux enfants, il va souvent y avoir une exception que l'accusé n'a pas le droit de rentrer en contact avec la victime, sauf en conformité d'une décision de la Cour supérieure en matière familiale au niveau de la garde des enfants. Alors, c'est important de comprendre là, que vraiment la Cour supérieure va avoir priorité au niveau des enfants, donc ça veut dire que même si au niveau criminel, il n'y a pas d'interdiction au niveau des enfants, ben si la Cour supérieure, elle décide qu'il n'y a pas de droit d'accès, ben il n'y en aura pas de droit d'accès, là. Sandra, tu peux intervenir? OK. Je voulais ajouter par rapport à la DPJ que la DPJ est l'organisme protecteur des enfants. Donc, pour les victimes de violences conjugales, n'ayez pas peur de la DPJ. Elle est là pour protéger les enfants. Et j'entends souvent une excuse ou un argument des conjoints violents qui disent à la femme, appelle pas la police, ils vont t'enlever les enfants. Et c'est pas ça. Si toi, en tant que victime, t'es capable de protéger tes enfants, t'es capable de dire, l'homme violent sort et moi, je protège mes enfants, la DPJ t'enlèvera jamais les enfants. Mais si toi, tu dis, mais moi, je l'aime, je veux rester avec lui, ben, il va se comporter, ça va passer, ça va être la dernière fois, là, à ce moment-là, la DPJ va se poser des questions à savoir si tu es capable de protéger les enfants. Parfait. Merci, très intéressant. Avant de passer à l'autre question, il y a Anna aussi qui voulait rajouter quelque chose par rapport au même thème. Oui, Doris. En fait, je vais rajouter des petites choses pour ce qu'a dit Carlos et aussi des petites choses pour ce qu'a dit Sandra. En fait, concernant les décisions de la Cour supérieure, seulement pour préciser, si la personne ne peut pas entrer en contact avec l'autre partie, par exemple, l'homme ne peut pas entrer en contact avec la mère des enfants, alors à ce moment-là, s'il y a une décision de la Cour supérieure, il pourra
rentrer en contact uniquement pour prendre ses enfants et s'en aller. Uniquement. Pas pour autre chose. Et concernant ce que Sandra vient de dire, je suis d'accord avec Sandra, si les enfants, c'est la première des situations. Ça veut dire toute violence contre les enfants, il faut les éliminer. Et la DPJ est pour protéger les enfants, pas pour les enlever. J'ai déjà entendu plusieurs de mes clients qui disent non, mais je n'appelle pas parce que l'autre personne m'a dit qu'il va m'enlever les enfants. Ils vont pas enlever les enfants. Tout au contraire, continuer à recevoir des coups et à laisser les enfants voir cette violence. Et la DPJ pourrait rentrer dans les dossiers et dire, madame, vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même, vous n'êtes pas capable de protéger les enfants contre le propre père qui est l'agresseur, alors malheureusement, on va retirer les enfants pour les protéger. Alors attention, 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 il faut protéger les enfants et si vous êtes victime de violences et les enfants sont témoins, alors il faut s'éloigner de l'agresseur. OK. Donc, il faut vraiment retenir ça. Fausse idée de dire que parce qu'on va appeler la DPJ, qu'on va enlever nos enfants. Au contraire, si on est capable de prouver, de démontrer qu'on est là pour protéger l'enfant, il n'y a pas question qu'on nous enlève nos enfants, dans le fond. C'est ce que je retiens de ça. Alors, c'est très important. Absolument. Sandra, je sais que tu travailles aussi avec beaucoup de nouveaux immigrants. Et malheureusement aussi, en ce temps de pandémie, les nouveaux immigrants souffrent aussi de violences conjugales. Donc, quels sont les facteurs de risque pour eux en particulier? Oui, en fait, les victimes de violences conjugales dans un contexte d'immigration sont généralement en attente de légaliser leur statut en compagnie de leur famille. Donc, elles choisissent le silence devant les autorités juste pour ne pas nuire à la fluidité du processus d'immigration. Ce sont généralement des femmes qui ont vécu des expériences difficiles dans leur pays d'origine aussi. Hein? Alors, ils viennent avec une charge émotive très lourde. Elles vivent des tensions, beaucoup de stress liés à tout le processus d'adaptation, adaptation aux nouvelles valeurs, aux nouvelles coutumes, aux nouvelles règles sociales. Elles subissent une pression sociale car elles croient qu'elles gagnent ensemble. Elles croient qu'il faut réussir leur projet d'immigration en famille et qu'il faut rester ensemble malgré les coups, malgré la violence, malgré tout. Elles sont très dépendantes de leur conjoint. Oui, ok. Elles sont très dépendantes de leur conjoint car elles croient que lui, il est la seule personne sur laquelle elles peuvent compter. Hein? Donc, elles pensent que... Et c'est souvent le cas. C'est une famille qui arrive dans un pays et ils connaissent personne d'autre. Alors, c'est qui leur soutien? C'est qui leur compagnie? Donc, c'est ces personnes-là. Hein? Alors, pour toutes ces raisons-là, les victimes de violences conjugales issues de l'immigration ne se plaignent pas et ne vont pas dénoncer leur agresseur. Dans la même ordre d'idées, si quelqu'un est parrainé et que malheureusement est en train de vivre la violence conjugale avec son conjoint ou conjointe, est-ce que cette personne, si elle décide de quitter son partenaire, va-t-elle être pénalisée, pour le dire ainsi, quant à sa demande de résidence permanente? Et ça, je pose la question à toi, Anna. Oui, Doris, c'est une question très importante. Je reçois beaucoup d'appels de femmes qui souffrent parce qu'ils sont victimes de violences et elles n'osent pas laisser son époux parce qu'ils ont peur de son statut. Mais oui, ça va changer. Je peux pas vous dire autre chose. Je peux pas vous mentir. Ça va changer la situation. Ça veut dire, cette demande de parrainage, ça c'est sûr qu'elle va être enlevée, ou ça c'est sûr qu'elle va pas faire des fruits parce que c'est un agresseur et un agresseur ne peut pas parrainer à son conjoint.
Alors, la victime pourra à ce moment-là demander soit une prolongation de séjour de son statut temporaire au Canada et pendant qu'il va prolonger, qu'il va renouveler son statut, n'ayez pas peur parce que vous avez l'option de présenter une demande humanitaire, une demande pour motif humanitaire pour cause de violence. Je ne veux pas que les femmes ou les hommes même qui nous entendent présentement et se sentent violentés, agressés, comme il a expliqué Sandra, parce qu'ils ne les donnent pas à manger, parce qu'ils ne les donnent pas l'argent pour vivre. Ne continuez pas, je vous regarde à vous, ne continuez pas dans ces souffrances. Vous pouvez finir avec ces relations et vous pouvez consulter un avocat spécialiste en immigration qui va faire immédiatement soit une prolongation de séjour, soit un rétablissement de séjour, soit un permis de séjour temporaire. Et bien sûr, qui pourra faire une demande de résidence pour motif humanitaire. Superbe. Carlos, tout à l'heure, tu avais effleuré deux thèmes qu'il me semble très importants que tu développes un petit peu plus. On avait parlé ici de qu'est-ce qui se passe en fait quand on retrait les accusations, mais tu avais aussi parlé de l'article 810 du droit criminel sur la dénonciation. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus là de ces deux points-là, très importants à mon sens? Oui. Alors, Doris, ça fait partie souvent, là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans les dossiers en violence conjugale, suite aux rencontres qu'il y a avec les procureurs, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits. Est-ce que la victime veut aller à un procès? Si c'est un procès qu'elle choisit, si elle veut absolument témoigner, parce qu'on s'entend que pour que la personne soit déclarée coupable, il faut que la victime témoigne contre son agresseur, à moins qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un témoin indépendant. Alors, si l'option à procès n'est pas envisageable, alors le dossier peut soit d'un commun et quand je dis soit d'un commun accord, et quand je dis commun accord, c'est un commun accord entre l'avocat de la défense, moi et le procureur de la couronne. Il peut y avoir un retrait des accusations. Alors, tout simplement, la victime va expliquer au procureur qu'elle n'est pas intéressée à poursuivre avec tout ça. Et dans beaucoup de cas, le procureur va accepter de retirer les accusations. Des fois, ça peut se faire après que l'accusé ait complété une thérapie ou ait complété certaines démarches de sa part là, pour justement ne pas se retrouver dans ce genre de situation encore. Alors, quand on parle de retrait des accusations, on parle que le dossier y tombe, la personne sort sans dossier criminel, il n'a pas été déclaré coupable. Ensuite, on parle, et ça arrive, je te dirais, là, dans beaucoup de cas en matière de violence conjugale, les dossiers se finissent avec ce qu'on appelle un engagement 810. En fait, l'engagement, je dis 810 là parce que ça sort de l'article 810 du Code criminel. Il s'agit d'un engagement de ne pas troubler la paix et d'avoir une bonne conduite. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne accusée, sans plaider coupable à l'accusation, va quand même faire une déclaration devant le juge. C'est-à-dire qu'il va faire une déclaration selon laquelle son comportement a fait en sorte que la victime a eu des raisons de crainte pour sa sécurité et que ces raisons, jusqu'à ce jour-là, ces raisons persistent. Alors, une fois que cette déclaration-là, elle est faite, le procureur de la couronne va donner des conditions à l'accusé. D'habitude, ces conditions, ça se négocie avec l'avocat de la défense. Et c'est des conditions qui vont respecter, ça dure en général une année, sauf que dans certains cas, ça peut durer moins longtemps, mais en général, ça dure une année. Et on parle de conditions de garder la paix, avoir une bonne conduite, ne pas posséder d'armes. Dans certains cas, il va y avoir des conditions de ne pas s'approcher de la victime. Et en fait, ce qui est bon pour la victime dans ce genre de finalité-là, c'est qu'elle va avoir quand même un certain type de protection. Alors, il y a des fois des cas où la victime, elle a peur de son agresseur, elle a peur de l'accusé, sauf que elle a aussi peur d'aller devant le juge et de témoigner parce qu'on s'entend que c'est quand même un processus qui est intimidant, il y a un décorum et il va avoir un avocat de la défense comme moi, que mon travail, ça va être de tenter de faire perdre la crédibilité à cette personne qui va témoigner. Alors, souvent, les victimes, elles vont pas vouloir passer à travers ce processus-là. Alors, pour les protéger, il y a le 810 dans lequel l'accusé va avoir des conditions de ne pas s'approcher d'elle. En échange de ça, là, l'accusé, il va être acquitté de l'infraction. C'est-à-dire, le procureur, il va faire une déclaration comme quoi il n'a pas de preuves à offrir dans le dossier principal et l'accusé, il est acquitté. Alors, en fait, moi, je présente souvent ça à mes clients comme un genre de compromis.
Et je pense en fait que ça n'est un compromis. D'un côté, il y a la personne qui est accusée, qui ne veut pas se retrouver avec un dossier criminel, qui ne veut pas plaider coupable à une infraction. Et à ce moment-là, lui, il retrouve ça dans le 810, parce que même s'il doit faire une admission, mais il plaide pas coupable à l'infraction. Donc, c'est-à-dire qu'il est acquitté de l'infraction principale. Par contre, pour la victime, il y a quand même quelque chose qu'elle retrouve là-dedans, que ça va être sa protection. Il va y avoir des conditions qui vont être mises en place pour que la victime soit protégée. Et c'est important de savoir, là, un 810, ça finit souvent avec un 810 dans ce genre de dossier-là. Par contre, un 810 peut exister sans même qu'il n'y ait d'accusation au niveau criminel. C'est-à-dire qu'une victime peut se présenter dans un poste de police et demander l'émission d'un 810, même s'il n'y a pas eu même s'il n'y a pas eu d'acte criminel qui a été commis, là. Un 810, là, l'important dans le 810, c'est que la personne, la victime, ait des raisons de crainte pour sa sécurité. Alors, il doit avoir un comportement dans la personne accusée qui fasse en sorte que la victime a des raisons de crainte pour sa sécurité. Ensuite, il peut y avoir l'émission d'un 810. C'est sûr que l'accusé peut le contester, le 810, s'il veut pas avoir des conditions à respecter pendant un an. Mais c'est sûr que s'il accepte le 810, ben il y en aura pas de dossier criminel. La conséquence la plus grande pour l'accusé, là, au niveau du 810, c'est que si pendant l'année, il ne respectait pas ces conditions, c'est-à-dire que soit il s'approche de la victime s'il y a des conditions de ne pas s'approcher d'elle, ou même s'il se fait accuser d'une nouvelle infraction criminelle, ben en plus d'être accusé de la nouvelle infraction criminelle, il va être accusé d'avoir brisé ces conditions. Et une accusation de bris de conditions peut entraîner une déclaration de culpabilité et peut entraîner un dossier criminel. Alors à ce moment-là, c'est dans l'intérêt de l'accusé là, de respecter les conditions pendant un an. Mais en général, c'est vraiment un compromis qui est fait. Et je te dirais que dans beaucoup de cas là, en matière de violence conjugale, ça se règle de cette façon-là. Encore une fois, ça doit se faire d'un commun accord avec le procureur de la couronne. Je peux pas convaincre moi le juge d'accepter un 810. Il faut vraiment que ça se fasse d'un commun accord. Et à ce niveau-là, l'opinion de la victime, qu'est-ce que la victime veut faire dans le dossier est vraiment pris en compte. J'ai des dossiers dans lesquels la victime, elle ne veut pas de 810. Alors, si la victime ne veut pas de 810, le procureur, il ne m'en donnera pas de 810. Je comprends. Anna, tu voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à la 810? Oui, Doris, c'est normal que pour moi, un 810, je suis pas folle du 810, mais je suis pas une avocat en droit criminel, je suis un avocat en droit familial et je veux toujours protéger les enfants et la victime des violences. Alors, pour les 810, on va laisser, pas seulement livrer, on va laisser livrer la personne, même pas des casiers judiciaires. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas folle de recommander à mes clients de, peut-être dans les dossiers criminels, accepter une 810. Mais c'est vrai, et je dois l'accepter, comme dit Sandra tantôt, que plusieurs des victimes de violences physiques ne sont pas capables ou ne se sentent pas capables d'être devant les juges et témoigner et aller de l'avant et finaliser. Alors, c'est une situation avec laquelle je vis parce que je monte tout un dossier avec des preuves, avec des photos, avec des photos de l'agression. Et bien sûr, je vais aller de l'avant, je vais me présenter devant les juges. Mais probablement, ma cliente a déjà accepté les 810. De toute façon, moi, je vais procéder dans les dossiers de familial, mais ça les reste un petit peu de crédibilité. Alors, pour moi, je ne suis folle de 810 parce que moi, je sais que c'est des agresseurs, j'ai la preuve, mais il faut vivre avec et comme dit Sandra, dans la plupart des cas, malheureusement, la victime de violence revient avec son agresseur et c'est la vie. Et oui, et c'est la vie, et la vie fait en sorte que Carlos veut quand même dire son mot par rapport à tout ça. Carlos, c'est l'autre côté. Il adore les les amis, là, que moi, je suis avocat de la défense. Ça, il faut garder ça en tête. Moi, j'ai quand même des réflexes à ce niveau-là. Moi, le 810, mon opinion par rapport à ça, c'est que c'est quand même un compromis parce que la victime, des fois, est dans une situation qui est pas facile. C'est pas le fun pour personne d'aller devant un juge puis de témoigner. C'est pas le fun d'avoir un autre avocat de la défense qui va être là en train de vous faire paraître comme quelqu'un parce que c'est ça ma job, c'est ça la job de l'avocat de la défense, faire perdre la crédibilité à la victime. Et souvent,
il va y avoir des cas, parce que tantôt, Anna, tu disais qu'on a la preuve, on a tout, mais souvent, la seule preuve qui est au dossier, c'est une preuve verbale. C'est vrai ce que tu as dit au début, c'est que oui, c'est une preuve. La preuve, le témoignage de quelqu'un est une preuve. Par contre, c'est une preuve dans laquelle le juge doit se pencher sur sa crédibilité. Une fois qu'on a l'admissibilité de la preuve, il faut voir c'est quoi la valeur probante de cette preuve-là. Il va y avoir des cas, justement, où est-ce que la victime va avoir à se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de m'impliquer émotionnellement dans un procès dans lequel il peut y avoir des chances que l'accusé soit déclaré innocent, soit acquitté suite au procès, même dans le cas où le juge peut penser que l'accusé a commis une infraction. Parce qu'il faut se rappeler, au niveau criminel, la preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable. C'est pas le même fardeau qu'au niveau de la famille, qu'au niveau du droit civil. Donc, pour déclarer quelqu'un coupable, le fardeau de la preuve est beaucoup plus lourd. Donc, à ce moment-là, la victime, elle va avoir des questions à se poser. Est-ce que je veux prendre le risque d'aller à procès et que la personne soit acquittée? Parce que si la personne est acquittée, si l'accusé il est acquitté, là, ben, il n'y en aura pas de 810 par la suite, là. Il n'y en aura pas de conditions par la suite. Alors, il s'en sort sans même avoir reconnu que il y a eu des raisons de crainte pour la sécurité. Alors, en tant qu'avocat de la défense, je comprends ton point de vue, Anna, mais Carlos, il faut que tu te dépêches parce qu'on arrive, là. On arrive pratiquement à la fin. Sandra va parler, Sandra va dire pour finir, Sandra, Sandra, je veux vraiment que tu finisses, tu peux trancher si tu veux, mais je veux que tu finisses en nous donnant des ressources aussi, des ressources pour ces personnes victimes de violence. Sandra, On n'entend pas, Sandra. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, Sandra, on t'écoute. Okay. Oui, on t'écoute. Bon, alors, le mot de la fin que je voulais vous dire, c'est que ce soit un 810, que ce soit un recours en droit criminel, en droit familial, ce qui est important, ce qui va te protéger, toi, femme, à risque de victime de violences conjugales, c'est vraiment de pas t'isoler, de te créer un réseau de soutien autour de toi, de connaître ta communauté, de connaître ta société d'accueil, de connaître ton quartier, tes voisins, d'apprendre la langue de ta société d'accueil, de t'inscrire à des cours, de faire des activités de groupe, ça va te protéger, et aussi de connaître les lois, de connaître les ressources et connaître les lois qui te protègent. Ça va vraiment te protéger de la violence conjugale. Et je vous encourage vraiment à avoir cette attitude-là et ces réflexes-là. Parfait. Donc, on est arrivé à la fin. Je vous remercie énormément. Je pense que c'était super intéressant. Et puis, on aura probablement un autre rendez-vous là très bientôt. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation à Un clic de la justice. Merci. Merci.